Imagine, tu as 5 ans. Pendant que les autres enfants courent au soleil, toi tu répètes. Pendant que les autres enfants jouent, toi tu travailles la voix. Pendant que les autres enfants s'endorment paisiblement, toi tu transpires sous les projecteurs. Les projecteurs perçant l'obscurité. Des milliers de personnes hurlent. Le son est assourdissant. Un rayon de lumière dorée éclaire le centre de la scène. Puis l'image se déchire brutalement. Plus de lumière dorée. Juste une chambre de 9 mètres carrés. Une odeur de moisi dans l'air. Des lits simples, entassés les uns contre les autres. Du papier peint qui s'arrache. Bienvenue à Gary. Gary, Indiana. Ici, la pauvreté est la seule couleur de fond. Et la légende qui allait un jour bouleverser le monde entier est née dans cette pièce étroite, sombre, où même respirer semblait difficile. Ici, l'enfance a été enfermée dans une boîte, remplacée par une pression sans fin. Toute la gloire qui suivra sera payée au prix de quelque chose de brisé. Michael a 3 ans, ses yeux fixent les pieds de ses frères, chaque glissade, chaque pivot, il les grave dans sa mémoire. Il se lève, il reproduit le mouvement. L'imitation est parfaite, le rythme est en lui. À 5 ans, il monte sur scène pour la première fois. La salle est bondée. Il saisit le micro, trop lourd pour ses petites mains. Il chante, une voix pure, chargée d'une gravité qui n'a rien d'un enfant de cet âge. Le silence s'installe dans la salle. Puis les larmes coulent sur les visages des spectateurs. Catherine, dans les coulisses, serre les mains, le regard humide de fierté maternelle. Mais dans l'ombre, à l'écart, Joe Jackson ne sourit pas. Il observe la scène, les bras croisés, les yeux plissés. Il ne voit pas un enfant qui s'exprime. Il voit un investissement qui vient de porter ses fruits. Il voit une mine d'or. Pour lui, le spectacle ne fait que commencer. Et il a déjà un plan pour transformer ce don en une machine à billets inarrêtable. La maison du 2300 Jackson Street n'est plus un foyer. Dès que l'école se termine, la porte se verrouille. Le salon, exigu, se transforme en studio de répétition saturé d'odeurs de sueur. Michael et ses frères retirent les meubles pour gagner 1 mètre carré de plus. Les vélos sont restés dehors, dans la boue, sous la pluie. Ils ne serviront jamais. Les jouets ont disparu des coffres. À la place, des partitions, des disques rayés et le métronome qui rythme chaque seconde de leur existence. 7 jours sur 7, le cycle reprend. Un pas de danse raté signifie recommencer 100 fois. Une note qui déraille impose une pause interdite. Le plancher en bois grince sous leurs pieds nus, usé par ces répétitions sans fin. Catherine tente de cuisiner, mais le bruit des talons qui frappent le sol couvre ses gestes. Il n'y a plus de rire, plus de jeu, plus de sieste. Le temps ne se mesure plus en heures, mais en enchaînement chorégraphique. La maison est devenue une prison de perfectionnisme où chaque recoin est dédié à la performance. Pour Joe Jackson, le confort est une perte de temps. Seule la précision compte. Et les enfants, épuisés, ne savent plus ce que signifie le mot enfance. L'air dans la pièce devient irrespirable. Joe Jackson entre. Il ne dit rien. Il s'assoit sur une chaise, le dos droit, les bras croisés sur sa poitrine. Ses yeux, sombres et fixes, suivent chaque mouvement des enfants. Il ne quitte pas le salon. Il attend. Si un pied glisse, si un bras baisse, il se lève lentement. Sa main droite se dirige vers sa taille. Il détache la ceinture en cuir. Le bruit du métal qui frappe le cuir résonne contre les murs. Les enfants s'arrêtent net. Leur souffle devient court, saccadé. Michael, au centre, plaque ses mains contre ses cuisses. Il ne bouge plus. Ses yeux fixent la ceinture. La peur s'installe, une présence froide qui fige leurs muscles. Ils ne regardent plus le sol, ils ne regardent plus leurs frères. Ils fixent l'objet dans la main de Joe.
Chaque seconde étire la tension. Le silence est total, seulement brisé par le battement de leur cœur. Joe fait un pas en avant. La ceinture oscille légèrement. La menace est suspendue dans l'air. Les enfants tremblent, mais ils ne peuvent pas fuir. Ils sont piégés dans ce salon, sous le regard implacable de leur père. La répétition reprend alors dans une terreur absolue, où chaque note et chaque pas est une tentative désespérée pour éviter le coup. La discipline franchit alors la limite de la douleur. Ce n'est plus seulement la menace d'une ceinture. Joe Jackson utilise des branches d'arbres ramassées dehors, des tiges rigides qui déchirent l'air et marquent la peau. Michael encaisse. Il ne pleure pas, il se contracte. Chaque erreur devient une cicatrice. Le cuir et le bois frappent sans relâche. Le petit garçon apprend à anticiper le geste, à lire la colère dans les pupilles de son père avant même que le coup ne parte. Le traumatisme s'ancre dans son corps. Ce n'est plus psychologique, c'est somatique. Michael le confiera plus tard à Oprah Winfrey. La simple vue de son père franchissant le seuil de la porte déclenchait en lui une réaction physique violente. Il vomissait, instantanément. Son estomac rejetait la peur avant même qu'un mot ne soit prononcé. Un enfant de cet âge, dont le corps refuse de fonctionner face à son géniteur, illustre la profondeur de cette terreur. Il n'y a pas de refuge, pas de répit. Le père est devenu une source de douleur pure, un prédateur installé au cœur même de son foyer. Cette scène se répète, encore et encore, jusqu'à ce que la peur devienne la seule constante de son existence. Un poison quotidien que personne, à l'extérieur, n'ose imaginer. 1969, le monde bascule, les Jackson 5 signent chez Motown, le titre « You Want You Back » explose sur toutes les ondes, les radios tournent en boucle, les disques s'arrachent par millions. Michael a 11 ans et il devient, en quelques semaines, le visage le plus célèbre de la planète. Les projecteurs dorés l'aveuglent. Les cris de la foule couvrent tout. Il danse, il chante. Il exécute chaque mouvement avec une précision millimétrée sous les applaudissements assourdissants. Mais dès que le rideau tombe, la réalité se fissure. Michael quitte la scène et disparaît dans l'ombre des coulisses. Il n'y a plus de foule, plus de bruit, juste un petit garçon assis seul sur une malle en bois au milieu des câbles et du matériel technique. Pendant que les adultes discutent de contrats et de chiffres, Michael reste immobile, les mains posées sur ses genoux, le regard perdu vers un point invisible au sol. Il n'a pas de jouets, pas de camarades de son âge, pas de moment volé pour jouer ou rire. Il est là, totalement seul, entouré par le silence pesant d'un couloir sombre. Alors que le monde entier réclame l'idole, l'enfant, lui, se recroqueville dans l'anonymat d'une solitude absolue. Le contraste est total, brutal, une gloire planétaire en pleine lumière et une détresse silencieuse dans les recoins obscurs des salles de concert. C'est le prix de cette ascension, une célébrité immense qui laisse derrière elle un enfant vide, coupé de tout ce qui fait une vie normale. Les années passent, le garçon grandit mais le temps s'est figé en lui. Michael devient un homme, pourtant ses gestes trahissent une quête désespérée. Il ne construit pas un domaine, il bâtit un refuge, Neverland. Un parc d'attractions privé où les manèges tournent à vide pour lui seul. Il y installe des carousels, des grands 8, un zoo. Il court pieds nus dans l'herbe, il grimpe aux arbres, il rit avec des inconnus, invités dans ce sanctuaire. Ce n'est pas de l'excentricité, c'est une tentative de suture. Chaque minute passée à Neverland est une minute qu'il tente de soustraire à son passé. Il cherche à rattraper les jeux, les rires et l'insouciance qu'on lui a confisqués dans cette petite maison de Gary. Il invite des enfants, les regarde jouer, il s'assoit parmi eux et tente, par procuration, de vivre cette enfance qu'il n'a jamais eue. Mais le miroir se brise. Le visage change, les traits se modifient, les interventions chirurgicales effacent peu à peu l'image du petit garçon de 1969. Il cherche à fuir son propre reflet, à échapper à la ressemblance avec celui qui l'a brisé.
Il est une star, le roi de la pop, mais au fond de lui, une part demeure verrouillée dans cette chambre sombre, attendant encore de pouvoir jouer. C'est une tragédie silencieuse. L'adulte possède le monde entier, mais il donnerait chaque centime, chaque disque d'or, pour effacer les cicatrices invisibles de ses 5 ans. L'histoire de Michael Jackson ne se résume pas aux records de vente ou aux scènes illuminées. Elle est le témoignage brut de ce qu'il advient lorsqu'on dérobe l'innocence à un enfant. Derrière chaque note parfaite, chaque pas de danse millimétré, se cache une faille, un vide creusé par les exigences d'un père et le poids d'une enfance sacrifiée. Ses comportements, ses choix de vie et même ses tourments publics trouvent leurs racines dans cette maison de Gary, où le jeu était interdit. C'est une leçon cruelle sur le prix du génie. Le monde a admiré l'artiste, mais a trop souvent ignoré l'homme qui, toute sa vie, a tenté de panser des plaies invisibles. Ce récit nous rappelle une vérité essentielle. La protection de l'enfance est une responsabilité collective. Un génie ne justifie jamais la destruction d'une âme. Si cette plongée dans les ombres de la gloire a fait écho en vous, partagez cette vidéo. Il est nécessaire de regarder au-delà des projecteurs, là où la douleur se dissimule parfois sous les applaudissements. Derrière chaque icône, il y a une histoire humaine, souvent marquée par des blessures que personne n'a voulu voir à temps. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. Abonnez-vous à l'envers du monde pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle analyse.